Cet épisode fait partie de la série consacrée à l'histoire littéraire. Eh bien oui, savoir identifier un mouvement littéraire, connaître ses caractéristiques, ses thématiques, ses particularités d'écriture est fondamental pour vous lorsque vous allez être amené, le jour de l'écrit, à traiter un texte inconnu pendant 4 heures. Prenons par exemple une date, on est en 1550. On ne peut pas se centrer, et on ne peut pas ne pas se centrer plutôt sur l'influence du contexte historique et littéraire de l'humanisme. On risquerait, par exemple, d'oublier un pan de l'analyse attendue. Par contre, si vous êtes capable d'avoir en tête des points majeurs d'un mouvement littéraire, eh bien ceux-ci vont vous permettre d'orienter vos analyses de façon pertinente et je peux vous assurer que votre correcteur le notera et votre note ne pourra qu'augmenter volontairement et à dessein. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un mouvement littéraire majeur du XIXe siècle, à savoir le naturalisme. Dans les épisodes précédents, vous aviez vu et découvert peut-être les caractéristiques de deux mouvements qui l'ont précédé, à savoir le romantisme et le réalisme. Alors on pourrait déjà dire tout simplement que le naturalisme est une émanation du mouvement réaliste. Lui succède et vous allez en voir des caractéristiques communes. Première chose, le naturalisme conserve le grand principe du réalisme, à savoir faire vrai. Cependant, sous l'impulsion du positivisme, cette fameuse doctrine fondée sur l'expérience scientifique, le mouvement en fait s'enrichit d'une nouvelle caractéristique qui va être l'observation scientifique de la société pour en expliquer tous ces mécanismes. Parce que son but en fait premier, c'est de dépeindre toutes les classes sociales et en particulier le prolétaire. Et oui, ce fameux prolétaire souvent rejeté de la littérature parce que considéré comme vulgaire, va devenir le premier personnage, le personnage principal d'un auteur que vous connaissez bien sûr, c'est Zola. On y reviendra tout à l'heure avec sa monumentale œuvre. Alors les écrivains qui ont appartenu au mouvement réaliste vont d'ailleurs se regrouper pour certains autour de la figure centrale qui est celle de Zola. Et vous avez des noms qui vont revenir très souvent, comme les frères Goncourt, Huysmans ou encore Maupassant, qui en 1880 vont prendre le nom tout d'abord d'un groupe qu'ils vont appeler le groupe de Médan, tout simplement parce que Médan est situé dans le département des Yvelines, en région Île-de-France, où était la résidence de Zola. Et puis, par la suite, on va qualifier ça véritablement de mouvement littéraire sous le nom de naturalisme. Alors, sur quelle doctrine repose véritablement le naturalisme? On l'a vu, il souhaite avant tout conserver le grand principe du réalisme, cette idée de faire vrai, de retranscrire la réalité telle qu'elle est. C'est donc avec Émile Zola que le réalisme va aboutir au naturalisme qui s'impose comme une véritable école littéraire. Alors s'il y a bien sûr une œuvre que vous devez connaître absolument, qui va illustrer au mieux bien sûr le naturalisme, c'est l'œuvre monumentale de Zola, La fortune des Rougon-Macquart. Alors cette œuvre monumentale, pourquoi? Parce qu'elle regroupe en fait un ensemble de 20 romans que Zola va écrire de 1870 à 1893. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qui va vous permettre de comprendre un peu l'esprit du naturalisme, ce qui est intéressant, c'est de noter que cette fortune des Rougon-Macquart avait comme sous-titre, je le cite: «Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire». Rien que le sous-titre vous permet de comprendre l'ambition naturaliste. En fait, cette histoire de famille sera quelque part, la traduction de son époque, le Second Empire sous Napoléon III, sera la traduction donc de l'empire même. Et on voit bien comment Zola s'est inspiré aussi d'une œuvre que vous devez connaître absolument, qui est l'œuvre de Balzac, à savoir la Comédie humaine. Comme Balzac, Zola a comme but, comme ambition, d'étudier et de faire une photographie d'un milieu social, d'une époque. Mais il va plus loin. Lui, ce qu'il veut, c'est étudier, et c'est là hein, la nuance entre réalisme et naturalisme, lui, ce qu'il veut, c'est étudier l'influence du milieu sur
l'homme, sur l'individu. Étudier l'influence des tares héréditaires d'une famille, parce que vous allez voir en découvrant La fortune des Rougon-Macquart que tout est basé sur l'hérédité, sur des tares familiales qui se reproduisent de génération en génération, comme cette tare de, l'alcoolisme, qu'il y a dans cette famille. Donc il veut étudier l'influence du milieu, étudier les tares et en même temps, en peignant l'histoire de cette famille, que veut faire aussi Zola? Eh ben, il veut dépeindre, l'histoire du Second Empire. Il veut dépeindre cette société, qui va être marquée par les grandes transformations qui se réalisent, l'urbanisme, les grands magasins, le développement du chemin de fer, l'apparition du syndicalisme. Vous avez tout ça en arrière-fond et donc vous avez comme une énorme fresque, de la société que va montrer Zola. Avec La fortune des Rougon-Macquart, il veut permettre le triomphe du naturalisme sur le devant de la scène littéraire et donc vous avez des auteurs comme les Goncourt, Maupassant, qui vont eux aussi incarner dans leurs œuvres ce nouveau souffle littéraire. Alors leurs principes sont finalement assez faciles à, repérer et vous allez voir aussi justement c'est pour ça qu'on dit qu'il est souvent le naturalisme, l'émanation du réalisme. Leur premier principe, c'est de représenter la société dans tous ses aspects. Il faut pour eux représenter la globalité de la société, explorer la diversité des milieux et décrire les rapports qu'entretiennent les individus entre eux. Deuxième point, il faut absolument s'appuyer sur une démarche scientifique. Observez comme dans un laboratoire. Vous mettez un individu sous le microscope, vous le regardez évoluer dans son milieu et bien sûr, vous allez me dire que le naturalisme a une vision assez sombre puisque l'idée est de montrer qu'il est très difficile, voire impossible de sortir de son milieu, social et dans son milieu familial. Pour preuve, l'histoire des Rougon-Macquart. Mais vraiment cette idée de s'appuyer sur, en quelque part s'appuyer sur la démarche scientifique, mais plus, calquer la démarche scientifique dans le genre romanesque. Il y a un côté extrêmement mécanique, scientifique. On observe, on analyse et on aboutit à une conclusion, à savoir, le poids de l'hérédité, le poids de la famille, le poids du milieu. Et puis, après représenter, après, s'appuyer sur la démarche scientifique, le troisième principe des naturalistes, c'est de faire en sorte que le roman soit le reflet le plus exact possible du monde réel. D'où la description minutieuse d'objets familiers, d'où le recours au langage, hem, familier. C'est ce qu'on va reprocher d'ailleurs à Zola, d'utiliser le langage argotique des milieux populaires, des milieux urbains parisiens, que sont les ouvriers. Je vous renvoie à des ouvrages, hein, des romans qui font partie de La fortune des Rougon-Macquart comme Nana, comme Germinal et c'est cette idée vraiment d'être au plus près de la réalité de ces milieux. Donc c'est, vraiment ce qui va faire, la facture du naturalisme. Explorer aussi le monde du travail et de l'argent, qui émerge depuis la révolution industrielle. S'intéresser au destin tragique. L'alcool, la folie, c'est ce qui va aussi être un peu la fatalité de tous ces personnages qui sont issus des classes ouvrières, populaires. On n'occulte pas leur précarité, on dit les choses crûment. Bref, l'objectif des naturalistes, c'est de raconter le milieu, les milieux et le monde qui les entoure. C'est de aussi donc privilégier des formes comme le roman ou la nouvelle pour, y distiller un langage vrai, un langage parlé. Bref, faire une peinture des plus vivantes, des couches populaires, quitte à choquer les lecteurs qui sont habitués à des personnages beaucoup plus idylliques. J'espère qu'à travers ce podcast, vous avez vu un petit peu justement les caractéristiques fondamentales du naturalisme et surtout, même principe, si vous tombez le jour de l'écrit sur un extrait d'un roman naturaliste, essayez de montrer comment vous avez cette, oscillation permanente entre des thématiques, des styles d'écriture qui naviguent entre réalisme et naturalisme puisque l'un découle de l'autre. Mais ce que vous retiendrez surtout, c'est de montrer comment, et c'est ça qui fait l'intérêt de la littérature de façon globale, comment les transformations d'un siècle
que ce soit des transformations politiques, sociales, scientifiques, culturelles, vont influencer sur la littérature et la vision des écrivains sur la société qui les entoure. Et à bien y regarder, on voit bien que le naturalisme, au même titre que le romantisme, le réalisme, qui ont marqué ce siècle, et vous verrez aussi dans l'épisode consacré au symbolisme, puisqu'il va clore le 19e siècle, combien tous ces mouvements vont finalement certes s'affronter ou se rapprocher, mais combien finalement tous ont un goût commun qui est celui de la liberté. Le goût d'exprimer et de pouvoir exprimer ce que l'on voit, ce que l'on perçoit, le goût justement de cette liberté qui est indispensable à la création de nouvelles formes d'écriture, une vérité parmi tant d'autres, au service finalement de l'individu, du peuple et aussi de la nation. Et c'est ça qui fait d'ailleurs une des caractéristiques du 19e siècle. Et c'est ça qui fait la grandeur aussi de la littérature française, par cette diversité et cette multiplicité d'offres, si on peut dire comme ça, et de propositions d'écriture. Alors, pour accompagner ce podcast, comme d'habitude, vous retrouverez les 2 infographies, d'une part la chronologie et d'autre part celle qui synthétise des citations, des caractéristiques majeures et des auteurs majeurs à connaître. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de la série d'histoire littéraire sur Clapotis.